Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Pierre Chometon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Myriam, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors Jean-Pierre, c'est un plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir pour cette émission. Je vais quand même vous présenter à nos auditeurs agenais. Vous habitez quand même Toulouse, vous n'êtes pas très loin. Et vous, C'est ça. voilà. Et notamment, vous êtes auteur du livre La vie est un chemin sans fin et sans limite. Et nous allons en parler tout à l'heure également. Alors, Jean-Pierre, donc, vous êtes avant tout père de famille, entrepreneur autodidacte, et vous avez été pendant 10 ans président d'une association, Chendukua, ici et ailleurs. Donc, c'est une association qui s'occupait des peuples nomades déjà? Les associations qui s'occupaient de peuples essentiellement dans une région de la Colombie qui s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta. D'accord. Et pour ceux qui voient l'image, j'ai derrière moi une photo des Indiens Codis, qui est un des 4 peuples qui vit sur cette aire géographique. Ah oui. Un peuple avec lequel vous avez un lien particulier, Un peuple avec qui j'ai un lien fraternel, très fort. peut-être même plus qu'un lien fraternel. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a eu une émission bien connue d'ailleurs qui a présenté ce peuple et vous êtes intervenu également. Je Oui, pense. oui, j'en parle. Rendez-vous en terrain On connu. parle fréquemment des Codis, ouais. Oui. Et des peuples autochtones que je connais. J'en connais pas beaucoup, beaucoup, hein, parce qu'il y a 5000 communautés sur la planète. Hein, donc, Ah oui. oui. Et puis aujourd'hui, vous consacrez votre temps aux médias natifs que vous avez fondés, que vous avez créés. Donc la revue Native qui met en valeur des textes qui participent à la curiosité du monde et des mondes de l'esprit pour un mieux vivre. Donc c'est comme une continuité en fait, hein. Et puis vous avez créé l'association tout récemment, les Amis de Native. C'est ça. Voilà. D'un côté, on a le Média Native, donc qui est une revue trimestrielle papier d'un côté, et des contenus qui sont autres. Donc, on a des contenus gratuits sur le site internet de Native. Toutes les semaines, on met un article en ligne, en fait, et qu'on poste sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, plus récemment, on fait des podcasts. Donc, on va faire 2 types de podcasts. Une émission de radio enregistrée comme on fait là, et qui sera un podcast avec Esprit Occitanie une fois par mois. Et des gens autour de nous vont lire des articles natifs pour les mettre en podcast. Ah ouais, Voilà, donc on va avoir, avec quelle régularité encore, je sais pas, mais on pourrait avoir 2 podcasts par mois ah ouais, ah ben, pour nourrir aussi une chaîne YouTube qu'on a ouverte, ouais, etc. Et puis de l'autre côté du dispositif, qui était un peu la vision de départ de Native, la vision de départ, c'était porter la parole de ces peuples, la faire connaître davantage, être le mot qui vient, c'est être une caisse de résonance, en fait. Et puis de l'autre côté, c'est aussi des accompagnés. Donc on a créé une assoce qui s'appelle les Amis de Native, qui est toute récente. L'objectif étant d'accompagner des projets sur le terrain autour de problématiques comme territoire, enseignement, transmission, etc. Donc ouais, ça peut être monter une maison traditionnelle au fin fond d'un territoire. Je dis ça parce qu'on a un projet au fin fond de l'Indonésie, par exemple, à la demande d'un peuple qui veut avoir une maison communautaire, à la fois pour eux, par exemple, pour le peuple, mais aussi une maison qui serve un peu de lieu d'accueil lorsque les touristes arrivent pour pas se faire envahir, entre guillemets, trop facilement. ah oui. Mais donc en fait, Jean-Pierre, nous sommes un peu confrères parce que vous faites cette émission de radio, mais aussi vous avez réalisé beaucoup d'interviews itinéraires de sagesse, notamment. Ouais, j'ai réalisé des interviews autour des peuples racines, autour de la sortie d'un premier bouquin. Ah oui, Et puis on m'interviewe souvent aussi dans des collectifs où on est plusieurs à parler, quoi. ah oui. Et puis dans votre... Parce que si on parle des peuples racines, ce qui me porte vers eux aussi fortement, c'est à la fois ce qu'ils sont, mais surtout ce qu'ils portent en termes de messages et qu'on n'est pas souvent en capacité d'écouter, quoi. Oui, Sur, sur ce lien, on a fait une séparation, on va dire ça comme ça. Nous, on a fait des séparations. On est
une culture qui est extrêmement technologique. On a tout séparé, tout segmenté. On a une culture qui est extrêmement profonde, puisque si je prends l'expertise médicale qu'on a ou l'expertise chirurgicale qu'on a, elle est sur certains points remarquables. Mais on a perdu la vision globale, en fait. On a perdu la vision globale. On s'est détaché de la nature, on s'est détaché du vivant. On prend la nature comme un territoire à notre disposition, sans fin, avec des ressources inépuisables, etc. Et pourtant, alors les peuples racines nous disent depuis 50 ou 60 ans que c'est une vision erronée, mais nos scientifiques, à minima branchés, comme quand on voit les atteintes à la biodiversité qu'on fait, on peut pas continuer comme ça en fait. Et donc, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est cette dimension spirituelle, parce que c'est spirituel, d'avoir gardé, c'est pas un lien, mais d'être resté complètement dans la nature, d'avoir une compréhension totale que l'homme est la nature. J'ai des amis, euh, j'ai des amis autochtones quand ils viennent en France, ils disent nous sommes la nature. Et nous, on prend ça pour un jeu de l'esprit. C'est pas un jeu de l'esprit, c'est un ressenti profond que ces gens-là ont, en fait. Et donc, ayant ce ressenti profond, ils ont décidé, il y a des milliers d'années, et continuent à décider d'être dans un mode de respect avec le vivant que nous, on n'a pas, en fait. Ah oui, Ou qu'on n'a plus. Parce on l'a eu, ce mode de vie et ce mode de rapport. Sauf que l'expansion technologique nous a fait perdre, nous a fait recouvrir notre rapport à la nature par autre chose qui est probablement la technologie et la vie moderne, ah quoi. oui. En fait, en se tournant vers l'extériorité et le matériel, on a perdu la partie intériorité cachée, quoi. La Ouais, partie on a invisible. perdu l'intériorité, j'allais dire, à l'intérieur de soi, et ayant perdu ça, on a perdu notre lien avec le vivant, en fait. Eh oui, C'est-à-dire que, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais je pense que le chemin, c'est de se réapproprier une intériorité, de sentir son corps, d'être en contact avec son corps, etc., etc., ouais, de vivre vraiment comme un être, j'allais dire, pluridisciplinaire, pluricellulaire, etc. ouais. On n'est pas qu'un mental Réveiller et nos organes et un d'essence. consommateur, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, Jean-Pierre, j'aimerais qu'on revienne à votre parcours qui est quand même atypique, comme beaucoup de mes invités. Et c'est Oh, vrai, comme on a 8 milliards de parcours atypiques, hein. mais particulièrement sur votre arrivée sur Terre. Lorsque vous venez, vous aviez un handicap dès votre naissance. C'est ça, je suis né dans des conditions complexes, on va dire. J'aime pas dire qu'il y a eu un accident à la naissance, mais ça, on pourrait mettre ce mot-là, mais disons que il y a probablement pas eu les bons gestes au bon moment, qui aurait permis un accouchement plus simple. Et donc, et pour maman, parce que ça a dû être très très compliqué pour elle, on en a parlé. Je pense que elle était aussi, sa vie était en jeu, la mienne a été en jeu, mais la sienne aussi, quoi. Et donc l'accouchement était très très compliqué et j'ai survécu à ça. Et, et 64 ans après, j'ai l'impression que les forces qui ont agi à ma conception n'ont pas voulu que je reparte en fait. Mais très probablement je serais reparti, quoi. Et j'ai un ami médecin, Olivier, qui est plus là, qui un jour a dit dans un atelier en me regardant. Enfin, il m'a plutôt fait parler dans un atelier de ce que j'avais vécu enfant et de mon chemin de vie sur le plan santé. Et puis, à la pause, il vient me voir, il me dit, il y a quelque chose que j'ai pas voulu dire devant tout le monde parce que je voulais pas te mettre mal à l'aise ou mettre les gens mal à l'aise parce que ces sujets-là sont plus compliqués. Mais il me dit, en regardant tes énergies, etc., en te regardant de façon plus globale, je pense que tu as vécu une expérience de mort imminente à la naissance. Ah oui, Donc c'est sûr que ça, ça a changé forcément l'homme que je suis tout de suite. En fait, je serais pas le même bonhomme si j'étais né parfaitement. oui. Vous me confiez tout à l'heure que même vous avez le sentiment que cette expérience, en fait, elle vous a directement arrivé sur Terre, connecté à à ce que vous aviez à faire, quoi, comme si En le tout cas, pressentiment d'une mission. plus que s'il n'y avait pas eu ça, c'est clair, ça serait différent. Et plus que je vois chez les gens c'est souvent des chocs qui remettent les gens en face de leur mission de vie, en fait, hein. Très, très, très souvent, quoi. Oui, Sauf exception, c'est des chocs de vie, des EMI, des accidents, des décès, des pertes.
des maladies, etc., qui font comprendre aux gens que la vie n'est pas que la vie, j'allais dire, ordinaire, habituelle. On n'est pas là pour grandir, vivre une vie sentimentale, procréer, Oui, travailler, vieillir et mourir. Je, pas que. je prends un exemple pour me faire comprendre. J'ai senti enfant très vite. J'ai 4, 5, 6 ans, je sais plus exactement, hein. Parce qu'en fait, j'en ai le souvenir extrêmement précis, mais j'ai pas le calendrier de ça. Mais j'ai senti très très vite qu'il y a une autre vie derrière la vie, en fait. Qu'il y a une vie qui soutient la vie et qu'on voit pas, en fait. Ah oui, Que la vie qu'on perçoit n'est qu'un reflet. Je prends des fois une image pour me faire comprendre, je parle d'un mur et de la peinture. En fait, la vie qu'on vit est la peinture du mur et on oublie de comprendre qu'il y a un mur derrière. Quand je dis un mur, c'est qu'il y a tout derrière, en fait. Voilà. Et ça, je l'ai perçu extrêmement jeune. Dans quelles conditions? J'en sais rien. Peut-être que c'est cet accident de naissance qui a ouvert des perceptions qui seraient pas ouvertes sans ça, en fait, ou qui seraient ouvertes plus tard, quoi. oui. Voilà. J'ai des souvenirs enfants de perception dans la nature extrêmement profondes, de sentir la vie de la nature. Eh bien, Jean-Pierre, je vous propose que l'on fasse une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre parcours. J'allais dire de vos aventures visibles et invisibles. À tout de suite. Tout de suite. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Pierre Chometon. Alors Jean-Pierre Chometon, auteur notamment, entre autres, de votre dernier ouvrage, La vie est un chemin sans fin et sans limite. Et donc vous y parlez de votre parcours et aussi vous relatez vos rencontres sous forme d'interviews avec 12 femmes et hommes remarquables. C'est Voilà. ça. Et donc vous êtes aussi auteur de la revue, fondateur de du média plutôt que de la revue Native. Et vous nous partagiez bah, tout à l'heure votre amour, votre fraternité avec le peuple des Kogi en Colombie, de votre amour Et d'autres peuples sur la planète, en fait. et d'autres peuples, oui, tous ces peuples qui ont gardé cette, on va dire, cet art de vivre, ces peuples premiers qui ont gardé cet art de vivre en communion avec la nature et dont vous nous dites ils ont une sagesse encore à nous transmettre que, voilà, un lien que nous avons perdu. C'est ça. Et, Ils comprennent pas que nous comprennent pas, en fait. ah oui, Ils, ils, ils ils comprennent pas que ce qu'ils voient, eux, dans la nature comme effondrement de la biodiversité, etc., parce qu'ils le vivent, hein. Ils ont des espèces qui disparaissent, etc. Ils voient bien que l'eau des rivières est polluée, même dans des endroits entre guillemets naturels, etc., etc. Donc, ça impacte leur condition de vie, c'est clair. Moi, j'ai des amis qui me disent, grâce à tout ce que vous faites, on a beaucoup moins d'oiseaux dans la nature, et les plumes d'oiseaux sont sacrées pour nous, puisque on s'en sert pour des couronnes, pour des cérémonies et des rituels. ah oui. Donc, en fait, on impacte leur vie. Quand ils viennent en Europe, ils comprennent bien qu'on a un certain nombre de scientifiques qui parlent des atteintes à la biodiversité, au climat, à la pollution, etc., etc. Je vais pas faire un item sans fin. Et alors, il me dit, mais pourquoi vous écoutez pas vos spécialistes? Et là, j'ai du mal à avoir la réponse. Ah oui, ah ouais. Et le constat est clair, hein. Le constat, on l'a fait il y a 60 ans, en fait, hein. On l'a fait depuis que je suis sur Terre, là, ce constat, en fait, hein, Ouais. que la Terre est une boule d'énergie en circuit fermé, et que on tire trop dessus par rapport aux ressources qu'elle dispose. Et si on continue à tirer dessus aussi fortement qu'on le fait actuellement, à un moment, ça suffira plus, quoi. Effectivement, et j'aimerais quand même que l'on revienne sur ce que vous nous aviez partagé avant la pause, votre arrivée sur Terre avec vos épreuves, parce que vous avez quand même une vie comme ça, on vous voit plein de joie de vivre, plein de passion, mais tout ça finalement, vous le dites, c'est comme si c'est cette difficulté c'est vos épreuves qui vous ont, qui ont été une force, qui vous avez transformé en force de vie. Bah, je pense, et quand je regarde, parce que j'ai côtoyé pas mal de gens en difficulté dans ma vie, hein,
J'ai été opéré 2 fois d'opérations extrêmement lourdes quand j'étais enfant. Et j'ai dû faire, je sais pas, 6, 7 ou 8 000 séances de kiné, des centaines de séances d'ostéopathie, d'acupuncture, de soins autres, de soins énergétiques, etc., pour être debout sans trop de problèmes. Et en fait, ce que je me rends compte, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai jamais eu, vis-à-vis de ces problèmes, de refus, en fait. J'ai jamais été contre ce que je vivais, j'ai toujours été avec ce que je vivais. Et donc, je pense que ça change tout, en fait. Ça change, en tout cas, ça change beaucoup de choses. Parce que tu sais que tu seras pas un grand joueur de tennis, tu sais que tu monteras pas sur un arbre, tu sais que tu sauteras pas un mur, etc. Mais ça, tu l'acceptes. Et tu fais au mieux des circonstances et de ce qui est possible, en fait. Alors que je vois très souvent des gens qui sont ou malades, ou qui ont un accident, ou qui sont handicapés. Alors, notamment des gens qui ont un handicap au milieu de la vie. Quand tu as un handicap de naissance, t'as pas le choix. Tu nais avec. Tu peux toujours avoir un dysfonctionnement par rapport aux gens autour de toi et des différences, mais tu l'as, quoi, je veux dire. Oui, Quand il t'arrive un truc et que tu te retrouves brutalement handicapé, j'en vois énormément qui refusent et qui veulent faire retour arrière vers la situation d'avant. eh oui, Et je leur dis, ben, essayez, mais ça marchera pas. ouais, Ah bon, pourquoi? Bah, je dis, a priori, ce que vous avez est là, va le rester, quoi. Je veux dire, oui. Et il y si a- t'as un problème neuro ou un problème physique sérieux, bon, on peut essayer d'aller à Lourdes, hein, mais, ouais, et d'essayer toutes les thérapies possibles. Mais à un moment, voilà. Et je pense qu'il faut faire avec et pas contre. ouais. Je vois des gens qui sont malades qui sont contre leur maladie. Mais je leur dis, la maladie est à l'intérieur. Donc, en fait, vous êtes contre vous-même. C'est très juste, ouais, ouais. Donc, Tout un travail d'acceptation pour peut-être ouais, d'acceptation et qu'il n'y ait pas non plus de baisser les bras. Attention, l'acceptation n'est pas je la m'assois et je fais plus rien. résignation. L'acceptation, c'est Oui, accepter ce qui arrive et faire avec, oui, oui, qui est extrêmement différent du coup. oui. C'est pas la résignation, Moi, ça c'est. m'arrive encore d'avoir des fois des douleurs Mm. extrêmement difficiles, brutales, etc., qui font que je me balade avec des copains et brutalement je peux plus marcher. Bon bah, je me débrouille quoi. Voilà, je m'assois, j'arrête, je leur dis allez faire une boucle, repasser par là dans 1 heure et puis Mm. dans 1 heure ça devrait s'être calmé et puis je repartirai avec vous quoi. Oui, eh oui. Oui, c'est Voilà. faire avec, ouais, c'est. Mais il y en a plein qui vont se retrouver dans cette situation-là et qui vont forcer Eh oui, jusqu'au blocage. Ça m'est arrivé quand j'étais ado de, 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 ouais, de pas écouter mon corps en fait. Parce que on a, si on est assez sensible, on a un système à l'intérieur qui est extrêmement bien fait. Le corps est une merveille totale, quoi. ah oui, ah oui. On parlait tout à l'heure de ma perception de nature. En fait, j'ai eu enfant la perception de vivre, de vivre au paradis, en fait. Oui, La Terre est un paradis pour moi. On est en train de détruire un paradis, mais ça, on peut en parler. Mais en fait, la Terre est un paradis. Il y a oui, tout pour vivre ici, à condition qu'on vive avec une certaine retenue, une certaine modération. À 8 milliards, si on veut être tous comme Elon Musk, on va pas y arriver. Ça c'est pas possible. ouais. Voilà. De toute Oui, façon, on oui, sera pas à 8 milliards comme Elon Musk. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut rééquilibrer entre matériel et spirituel, en fait. La vie spirituelle est passionnante. Alors, il y a plein de gens qui y vont et plein de gens qui y vont pas. C'est comme ça, moi. eh oui, eh oui. Mais la vie intérieure Et, est, est un bonheur, est une joie eh, incroyable, en fait. ah ouais. Et vous me disiez que vous avez senti comme un. Vous, c'est ça, c'est même pas un manque par rapport à tout ce qui vous a manqué, on va dire, dans votre corps enfant. C'est pourtant pas un manque, c'est comme un appel que vous avez C'est ça, hein. ressenti. En fait, du mur et de la peinture, j'ai l'impression, enfant, que cette vie derrière la vie, le mur derrière la peinture m'appelait. M'appelait à écouter en fait, m'appelait à rentrer en dialogue avec ça, en symbiose avec ça, en résonance avec ça, etc. quoi. Et vous avez vécu une expérience qui vous a bouleversé, enfant, vers 11 ans, vous me disiez, dans Oui, la oui, j'ai forêt. vécu une expérience en faisant un truc tout bête. Hein, donc mon handicap me permettait pas de courir et après la deuxième opération, j'ai pu commencer à courir. On vivait dans une impasse en région parisienne et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis mis à courir au début de la rue, donc près du boulevard qui était au bout de la rue. Et en courant, en fait, j'ai senti comme des courants énergétiques dans mon corps que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, j'avais 11 ans ou 12 ans. Hein. J'avais 11 ans, j'avais pas 12 ans, j'avais 11 ans. Donc, qu'est-ce que c'était? Mystère. Et j'ai senti comme des vibrations dans les immeubles qui étaient de chaque côté de moi dans la rue.
Et au fond de la rue, il y avait une forêt, et je me suis arrêté de courir en regardant la forêt, et comme si je sentais, ouais, des flux d'énergie qui venaient du sol, qui transperçaient les arbres, et qui montaient dans le ciel, en fait. Waouh! En vous. Voilà. Et en tout cas, le contact avec les énergies corporelles est resté là plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, parce que tout ça, c'est des souvenirs, hein. J'ai 64 ans, donc ça fait plus de 50 ans, donc mais c'est des souvenirs qui sont comme des souvenirs gravés à l'intérieur, en fait, hein. C'est pas un souvenir dans la tête, hein. C'est un souvenir dans le corps, dans le cœur, etc., etc. Et voilà, quoi. Donc, Et vous avez dit quand je vous que... dis ça tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai Oui, pris une décision extrêmement rapidement derrière, oui, d'arrêter un certain nombre de choses, dont la principale qui était d'arrêter l'enseignement catholique. Je suivais, comme beaucoup d'enfants à l'époque, le catéchisme et des choses comme ça. ouais. J'ai trouvé déjà, je veux pas être méchant, mais j'ai trouvé déjà pas grand-chose qui me faisait vibrer. Je sais pas comment dire ça autrement, en fait. Mais après cette expérience-là, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, ça sentait une sorte de dissonance entre d'un côté Jésus, le Christ, ce que je comprenais de lui, etc., et ce qui était devenu l'Église, en fait. J'avais aucun référentiel, parce que j'avais lu très peu de choses, hein, donc c'est après que j'ai compris que l'Église a été faite par des hommes pour des hommes, en fait. Ou par des hommes pour eux et pour le peuple, mais en tout cas, je pense que c'est pas une bonne route, ça. Et du coup, ça, vous avez dit autre chose. Vous avez dit, j'ai rompu... Enfin, vous avez quand même terminé jusqu'à la communion, et puis... C'est ça, et après j'ai rompu avec l'enseignement non, catholique, j'ai jamais rompu avec le Christ, avec le par contre. Christ, voilà, c'est ça, c'est Voilà. resté en vous quand Le même. Christ m'accompagne ouais, alors peut-être depuis que je suis né, c'est possible, mais depuis très très longtemps, en fait. Donc, le Christ, Marie-Madeleine, Marie. Ah oui, J'adore aller me balader dans les églises, par contre, tu vois, voilà. En même temps, d'un côté, je suis pas en résonance avec ce qui se passe. Par contre, quand je rentre à Notre-Dame, j'étais à Paris il y a quelques mois et je suis rentré dans Notre-Dame. Et en m'asseyant sur un banc de pierre, je me suis dit, c'est incroyable, malgré ce qui s'est passé. J'ai une perception des lieux qui est un peu particulière. Je sens les énergies dans les lieux, je sens les vibrations dans les lieux. Et je m'assois sur le banc qui était planqué dans le coin, je peux être tranquille. Et je me dis, en fait, c'est la même énergie qu'avant, en fait. ah Le oui, lieu est tellement fort. Je pense que les gens qui ont bâti des cathédrales les ont bâtis à des endroits particuliers. ah oui. Ouais, C'est pas j'en pense, je comprends ce que vous c'est dites. pas une pensée, c'est une expérience pour moi, Ouais, ouais, c'est une certitude. ouais. Quand tu rentres dans Chartres, dans Notre-Dame, quand tu rentres dans des temples en Inde, Ah quand tu oui, rentres quand tu rentres dans les pyramides et dans les monuments en ouais, Égypte, ils ont pas mis ça au hasard. ah, Ça, c'est ça me vrai. paraît évident. Ouais, Et si mon corps est couvert de points d'acupuncture, la Terre est couverte de points d'acupuncture, ah en fait, oui, de points énergétiques. ah oui, Voilà. c'est une belle image. Ça, c'est Ouais, clair. ouais. Mais il y a des lieux. Et la nature, c'est pareil. Dans la nature, t'as des endroits qui sont particuliers. Ah oui, T'as des arbres qui sont des arbres maîtres. Je sais pas comment dire autrement, en fait, hein. ah oui. Voilà. Donc, ouais. Et aller en dialogue, aller en communion avec un arbre, c'est une expérience magnifique. Eh bien, Jean-Pierre, je vais vous proposer une deuxième pause musicale et Merci, nous Myriam. allons nous retrouver tout de suite après pour continuer ce dialogue que vous nous avez fait apercevoir avec la nature et avec vous. À tout de suite. Merci. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Jean-Pierre Chometon. Alors Jean-Pierre, on a parlé essentiellement de votre parcours hein, jusqu'à présent, C'est ça. de la revue native qui vous tient à cœur, enfin le média native. Et j'aimerais qu'on en vienne à parler un peu plus de votre livre, La vie est un chemin sans fin et sans limite, dans lequel vous partagez à la fois votre parcours de vie, mais à la fois 12 rencontres. J'allais dire 12 interviews, mais ce sont vraiment des rencontres avec des personnes qui vous bouleversent et qui ont des messages à transmettre, des messages de sagesse. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Mais j'allais dire, c'est deux choses principales qui m'ont motivé, j'allais dire, pour prendre la plume. D'une part, une phrase de Teilhard Desjardins que je connais depuis 40 ans, qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
Donc cette phrase-là, pour moi, c'est une des phrases les plus synthétiques possibles pour caractériser ce qu'on peut être. Partage ça ou pas, on y croit ou pas, on a des expériences par rapport à ça ou pas. Mais en tout cas, moi, je pense que la vie ne commence pas à ma naissance physique, elle ne s'arrête pas à ma mort physique. Ça, et puis en fait, le fait que je vois chez beaucoup de gens et chez moi, faut pas se retirer de l'histoire, hein, je vois chez beaucoup de gens et chez moi une sorte de confort, même en chemin spirituel, de se dire, tiens, j'ai compris ça, hein, et ben, j'en reste là, en fait. C'est comme si on a un cadre posé dans lequel on est assez confortable, qui vient pas trop nous bousculer, du coup, le cadre. Et puis on se dit, bah, la vie, comme ça, elle est pas mal, quoi. Mm. Donc je peux avoir des concepts spirituels, etc. Et Mm. puis, si des expériences viennent frapper le cadre, si dans le cadre, il n'y a pas la vie après la mort, par exemple, et que je vis des expériences liées à ça, bah, je les refuse. Tu vois. Donc, voilà, je prends cet exemple-là parce qu'au moins il est clair, mais ça peut être d'autres choses. Oui, Je peux refuser à être dans une sorte de dialogue avec l'invisible, même si l'invisible vient frapper à ma porte de façon surprenante, régulière, etc., etc. oui, Et donc, ces deux phénomènes, la phrase d'un côté de Teilhard et puis ce chez moi que je voyais chez moi de temps en temps au fur et à mesure que ma vie s'écoulait et que je vois chez des hommes et chez des femmes, m'ont fait dire, eh ben tiens, si je partageais ce que je crois avoir compris, en fait, au travers d'une cinquantaine de pages, de façon assez synthétique, et puis si j'allais interviewer des gens qui ont des champs d'intervention et des champs d'expertise dans lesquels ils sont quand même extrêmement forts, extrêmement puissants, extrêmement profonds. Et donc j'ai fait une liste de personnes. J'en connaissais certaines, non, mais il y en a d'autres que je connaissais pas du tout, du tout. Il y en a d'autres dont j'avais lu les ouvrages, etc., ou j'avais vu en vidéo. Et puis, bah, ceux que je connaissais, je les ai approchés plus facilement, c'est clair. Et puis les autres, j'ai été les voir, soit directement, soit indirectement. Et à ma grande surprise, les personnes que j'ai approchées, sauf une qui est une dame extrêmement âgée, et qui voulait rester tranquille, ce que je comprends tout à fait, ils ont tous accepté. Et une autre dame qui était là à l'époque, qui n'est plus là, Annick de Souzenel, oui, oui. qui devait avoir 99 ans. Et donc, faut que je vous dise et que je dise à vos auditeurs que l'intuition est assez forte chez moi depuis des années et que l'intuition se manifeste par des sortes de phrases, de mots que je reçois, qui sortent d'où, j'en sais rien, mais que je reçois. Et donc, un dimanche après-midi, je lisais des bouquins d'Annick en me disant, elle a 99 ans, j'ai pas allé l'embêter, quoi. J'ai pas allé l'embêter. Et puis, je referme le bouquin, je m'en rappellerai toute ma vie, ça, c'est des expériences comme ça qui sont extrêmement frappantes. Je referme le bouquin, je ferme les yeux, et là, j'entends, Jean-Pierre, c'est pas à toi de décider si Annick, elle veut t'interviewer ou pas, c'est à elle. Ah ouais. Bon. Mm. Et donc, le lendemain matin, je me lève avec cette histoire-là, en me disant, mais comment je vais approcher Annick? Et là, je revois, pareil, j'ai l'intuition, je vois comme une image qui arrive avec la photo de quelqu'un que je connais, qui est une dame que j'ai eue dans un conseil d'administration d'une association. On a été dans le même conseil d'administration pendant des années. Elle s'appelle Fabienne. Et je me suis dit, Fabienne est très proche d'Annick. Et donc, on s'était pas parlé depuis 5 ou 10 ans. Et j'ai appelé Fabienne, elle a décroché. Et je lui ai dit quel était mon projet. Elle m'a dit, c'est étonnant ton truc. Mais tu vas m'envoyer quelque chose et je vais en parler avec Annick. Et elle m'a rappelé, je sais pas, une semaine après, quelque chose comme ça, très peu de temps après. En me disant, elle est d'accord, elle a 2 heures à te consacrer, tel jour à telle heure. Est-ce que ça te va? J'ai dit, ça me va. Et donc, j'ai eu Annick de Souzenel au téléphone. Ouais, je crois que c'est ça, c'était au téléphone et j'avais un enregistreur à côté de moi. Ah ouais. Pendant 2 heures, elle m'a dit, au bout des 2 heures, elle me dit, Jean-Pierre, faut qu'on arrête, je suis fatigué. Et où elle a même arrêté avant 2 heures, elle a dû arrêter au bout d'une heure et quart, une heure et demie. Et elle me dit, j'ai pas fini, envoyez-moi ce qu'on s'est dit là et je finirai. Et donc, j'ai mis au propre ses propos, etc. Je lui ai envoyé et peut-être 3 semaines après, j'ai reçu une enveloppe avec un courrier dans lequel elle avait rajouté des phrases à la main. Tu vois, Ah ouais. bon, c'est la seule qui m'a fait un truc aussi fort que ça, quoi. Ah ouais. Et Une puis les grande autres, dame. je les ai approchés et je m'étais fait une sorte de méthodologie en me disant,
je prépare des questions que je leur montre pas avant, parce que je voulais pas leur montrer. Par contre, ce que je leur montrerai, c'est l'interview montée. Je voulais qu'ils me donnent leur accord et leur avis sur l'interview. Je voulais pas me retrouver en incompréhension de quelque chose vis-à-vis d'eux, etc. Et donc les 12 ont relu l'interview et m'ont donné leur accord. Et puis après, le livre, c'est une fois que les interviews... Ça a duré 2 ans tout ce cheminement, parce que c'est très très long, hein. J'ai commencé à avoir l'idée du bouquin, ça devait être 2021, en plein confinement, quoi. Eh oui. Et puis le temps d'avancer, etc., j'ai dû le finir il y a, je sais pas, 9 mois, 12 mois, quoi, un an, ouais. Ah ouais. Et puis après, il y a les délais Oui, de l'éditeur, des oui, corrections, etc. Mais c'est intéressant tout ça parce que j'ai rajouté des bouts de phrases, pas dans les interviews, mais dans mon texte, par exemple. bah oui, Si je l'aurais écrivé aujourd'hui, je dirais encore des compléments parce que en fait, la façon dont tu t'exprimes de quelque chose peut évoluer dans le temps de façon assez significative, en fait. oui. Parce que vous, Dans le bouquin, par exemple, je parle d'éveil, et aujourd'hui, le mot éveil me gratte, et je préfère parler d'ouverture. Je oui, préfère dire qu'on vit dans un monde ouvert, mm, parce que l'éveil est un mot tellement utilisé à toutes ses sauces, ouais, à toutes les sauces, bon, oui, oui, je comprends. ça. Ou alors, il faudrait qu'on définisse exactement ce qu'on entend par la nature des mots, etc. Oui, Mais là, c'est plus une émission de radio qu'il faut écrire un dictionnaire avec le bouquin, eh oui, quoi. c'est Donc, ça. moi, j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Et pour revenir à vous par rapport à ce livre, ce que l'on n'a pas dit dans la première partie, on a parlé de votre enfance, mais vous, adulte, vous avez quand même suivi plusieurs enseignements spirituels, si je J'ai compte suivi, on bien. peut dire, ouais, quatre. Alors principalement quatre enseignements spirituels pendant des durées assez longues. Ça a duré chacun une dizaine d'années en fait, hein. Eh Ce oui, qui est très marrant, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir quitté les enseignements que j'ai. J'ai jamais eu la sensation de quitter un enseignement pour aller dans un autre. En fait, une c'est comme continuité, tout ça faisait une forme de tout en fait. oui, comme une Tu vois, peut-être continuité. l'histoire du mur avec les briques. En fait, il y a des briques, mais en fait, c'est un Oui, mur. oui, Voilà. Et j'ai commencé jeune dans le Gurdjieff. Donc Gurdjieff, c'était un Russe qui a vécu en Europe. Dans les années 1920-1950 et qui avait un enseignement. Donc je suis rentré dans les groupes Gurdjieff pour une dizaine d'années. Et oui. puis, arrivant à Toulouse, je me suis intéressé au catharisme. Donc ce qui est marrant, c'est de voir comment tu arrives à des endroits par des chemins Ah oui, sinueux. Donc je m'intéresse au catharisme. J'ai des amis à Toulouse. Je lirais bien des bouquins sur le catharisme. J'ai lu un bouquin d'histoire, ça va, j'ai compris l'histoire. Je voudrais autre chose que de l'histoire, quoi. Et ils me disent, achète les bouquins de Henri Gougaud, qui a écrit de très beaux livres, très beaux romans sur le catharisme. Henri Gougaud, le célèbre conteur, je Henri précise quand Gougaud, le même. célèbre conteur. Et donc, je Oui, réfléchis pas. À l'époque, j'allais prendre des bouquins dans une bibliothèque municipale, une grande bibliothèque municipale. Je rentre dans la bibliothèque, je vais à Gougaud, il y avait 5 livres, ou 6 sur l'étagère, je les prends sans réfléchir et je repars à la maison. Et au milieu de ces bouquins-là, il y avait Les 7 plumes de l'aigle, qui mhm, est un livre d'Henri qui raconte qui raconte la rencontre d'Henri avec Louis Sansa, en fait. Si on va parler de Louis, on va en parler pendant 2 heures, mais bon, Louis est un Argentin métis, chaman, je sais pas comment dire autrement, qui a vécu à Paris jusqu'en 2011 et qui a enseigné la voie du sentir. Donc, pour faire court, Gurdjieff, c'était déjà une voie sur le corps, centrée sur le oui, corps, sur le oui, ressenti corporel, sur le rappel de soi, le oui, rappel de l'attention à soi, le oui, retour de l'attention vers soi, vers le ressenti corporel. oui, oui, toujours le Et puis corps. après, la vie m'a entraîné de façon totalement inattendue en Inde, voir un maître de l'individualité du Vedanta, qui s'appelle Ramesh Balsekar, que j'ai vu 2 fois en Inde. Et puis j'ai vécu une expérience d'ouverture plus forte que les autres en 97 ou en 98. Et puis la vie m'a fait rencontrer après ça une voie de silence en fait, une voie de méditation dans le silence, qui est pas une voie religieuse, hein, mais qui est une voie plutôt une voie soufie, mais pas une voie soufie avec des rituels, une voie soufie. Si ça vous intéresse, vous allez taper sur internet Liliane Silburn. Et vous verrez quoi. Liliane a écrit plusieurs bouquins, il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits sur elle. Et puis voilà. Et puis j'ai fait 2 rencontres fortes à côté de ça. Amma, Ah ben oui. voilà. Et puis les peuples racines. Voilà.
Et c'est vrai que la rencontre avec les peuples racines m'a passionné parce que j'y ai trouvé une sorte d'équilibre entre spiritualité et le monde, en fait. C'est-à-dire que chez certains enseignants spirituels, des fois, les pratiques sont quand même très auto-centrées sur nous. Et du coup, on a un peu tendance à se détacher du monde. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai des fois. Et chez les peuples racines, il y a vraiment cette double présence, Mm. au visible et à l'invisible, en Ouais, fait, ouais. et qui a une importance des deux, en fait. Je peux pas être. Je suis un être de chair, je suis un être de consommation, je suis un être de vie, d'échange, de lien, etc. Et je suis aussi un être spirituel. Et je trouve que chez Pablo Autochtone, il y a cette capacité d'être ancré des deux côtés. Ouais, Parce que quand on est ancré que sur le côté spirituel, on peut être tellement désancré sur le côté humain que des fois, ouais. je sais pas comment on dit, mais moi j'ai des amis du chemin qui sont un peu partis en fait. Oui, Je sais pas comment dire autrement en oui, fait. oui, oui. Je vois très bien. Qui, sont- Et qui sont un peu déconnectés du monde en fait. mm, Alors c'est facile ce que je veux dire, mais on peut être connecté des deux côtés en fait. Et peut-être que l'invisible nourrit le visible en fait. ouais, C'est-à-dire que ouais. Les bah, pieds sur terre et la tête au ciel. voilà. Si je reprends l'image du mur, la qualité de la perception du mur a peut-être un impact sur la peinture. Oui. En fait, Ouais, la qualité que j'ai dans la vie a peut-être un impact sur la vie. ouais. À mon niveau, à mon échelle, en fait, hein. On peut parler de résonance et de ces histoires de l'aile du papillon à Singapour a un impact sur toute la planète, en fait. Eh oui. Oui, Tu vois, et ça, j'y crois beaucoup. ça Tout est c'est interrelié, tout est interconnecté, ouais, etc. l'image de Donc Pierre Rabhi, hein. les sentiments que je porte, etc. Faut pas non plus se mettre une pression de dingue, parce que sans ça, après, on Oui, peut aussi prendre l'inverse du truc et se mettre une pression de dingue pour être conforme à je sais pas quoi. Non, c'est pas ça non plus. Faut vivre dans une sorte de liberté de flux, en fait. oui. Oui, quand vous parliez du papillon, je voyais l'image de Pierre Rabhi, le fameux Voilà. colibri. Mm. Pierre a été un des parrains de Native au départ, et alors ça m'a espanté, c'est que Native, au départ, j'ai écrit, avec lui, on a sorti un PowerPoint de 7 pages. J'avais rien, j'avais des titres de chapitres qui étaient la structure du magazine, etc. Et donc j'envoyais ça à un certain nombre de personnes, dont Pierre, dont Yann Arthus Bertrand, dont Véronique Jeannot, etc. Et j'ai eu des retours extrêmement rapides de ces trois-là et d'autres qui m'ont dit, ouais, ouais, on veut bien être parrain de Native. Véronique, je la connaissais pas du tout. Pierre, je le connaissais de loin. Yann, un peu plus, parce que dans ma vie d'association, il avait financé des programmes d'une des associations dans lesquelles j'avais été. Mais bon. En plus, ils étaient quand même extrêmement sollicités. Et je me rappellerai toute ma vie. Véronique, je l'ai au téléphone un jour chez moi pendant 10 minutes. Et je lui dis, bon, Véronique, je vais vous envoyer mon dossier de présentation. Vous regardiez pour me donner un accord ou un refus, quoi. Elle me dit, non, non, Jean-Pierre, l'accord, vous l'avez déjà. J'ai dit, Véronique, on s'est parlé 10 minutes. Mais elle me dit, c'est bon, j'ai senti le bonhomme. Vous avez mon accord. Eh ben, super. Voilà. Et du coup, elle a préfacé le bouquin, Et Véronique. oui, Elle a, elle elle a- a écrit une magnifique préface du livre. ouais, sur Voilà. votre livre, effectivement. Ben, je vais quand même vous proposer une troisième pause musicale, Jean-Pierre. Et nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure cette belle Parfait. émission. À tout de suite. Merci. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Jean-Pierre Chomto. Alors Jean-Pierre, vous êtes venu nous parler notamment de votre dernier livre, La vie est un chemin sans fin et sans limite, préfacé par Véronique Jeannot, et qui parle de votre parcours ainsi que des rencontres avec des êtres remarquables. Voilà, dont on parlait notamment de Annick Souzenel, cette grande dame qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, vous nous avez aussi beaucoup parlé de ce média Native auquel vous vous consacrez pleinement et qui est consacré au peuple, on va dire au peuple autochtone, au peuple premier. Et voilà, parce que vous vous sentez très proche, notamment des Indiens Kogi, mais vous me disiez de beaucoup de ces peuples-là. Oui. Voilà. Et alors voilà, dans cette dernière partie, ben, je vous laisse à la fois, voilà, quel message vous avez envie encore de nous partager. Puis ensuite, on parlera de où est-ce qu'on peut vous rencontrer,
et vos projets à venir. Alors, je vous laisse la Ben, le parole, Jean-Pierre. message central que je partage aujourd'hui, c'est de revenir, en fait, j'allais dire, à la perception de son corps, de revenir à son corps, en fermant les yeux, en marchant. Après, il y a des dizaines ou des centaines de techniques qui existent. La respiration peut aider, etc., etc. Euh, mais revenir à son corps, à la perception de son corps, à ressentir son corps. Et, et là, je peux vous partager un truc qui, moi, quand c'est arrivé la première fois ou les premières fois, m'ont extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'on pense que le corps n'a pas comment dire ça, n'a pas d'intelligence au pluriel propre. On croit qu'au départ, on est un mental qui comprend les choses. On voit bien qu'on a des émotions, etc. Mais en fait, ce qui est très surprenant, c'est que le corps est constitué de milliards de cellules et il y a une intelligence dans ces cellules. Donc on peut rentrer dans une forme de dialogue entre mon attention et mon pied droit, entre mon attention et mon pied gauche, ma main, mon cœur, mon foie, etc., etc. En fait, le corps est d'une richesse et à partir de ce contact avec le corps, c'est vrai qu'on perçoit pas le monde de la même façon. On se perçoit plus de la même façon, ça c'est clair, mais on perçoit le monde extérieur d'une autre façon, dans le visible et dans l'invisible. Voilà. Ça pourrait être Un petit mon message message central. central, essentiel. Voilà. Et puis, Jean-Pierre, Mais il faut rester les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il faut faire ça avec incarnation, avec ancrage, et le corps est un ancrage. Je ferme le point comme ça pour bien montrer ce que je veux dire, hein. Le corps est un ancrage et discernement, c'est-à-dire que je vais pas non plus. On peut se perdre là-dedans aussi, c'est-à-dire que il y a une chose qui m'est difficile, je peux le partager, hein, c'est quand je vois des gens sauter d'enseignant en enseignant et sauter de technique en technique. hmm, Euh, et des fois, on a cumulé beaucoup, 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 beaucoup. oui, Des dizaines de dizaines, etc., etc. Et, et l'impression que j'ai quand je suis avec eux, c'est qu'ils se sont, pour certains, paumés là-dedans. ah oui. Oui, parce que Mais si en vous... fait, à l'intérieur de moi, il y a l'être à l'intérieur de moi. Je suis. Et l'être, il est. Il a besoin de rien. Ce que j'ai besoin, c'est de rentrer en rapport avec lui. Je peux avoir besoin de techniques avec ça. Je peux avoir besoin d'exercices, d'outils, etc. Je parlais tout à l'heure de ressenti du corps, c'en est un. Mais nous, on n'utilisait pas 150, c'est ça que je veux dire, quoi, parce que Oui, il y a une foultitude de techniques aujourd'hui, que ça soit dans des stages en physique, en présentiel, en vidéo, des bouquins, etc. Bon, je suis auteur de livres, je veux pas me mettre à mal avec des auteurs, mais, hmm, mais soyez attentifs à ce que vous faites. hmm. Et puis, On peut-être pense toujours pour... que la technique d'après va m'emmener plus loin, Oui, va m'ouvrir un truc de plus, etc. hmm, Mais en fait, asseyez-vous, fermez oui, les yeux, oui. en fait, vous verrez ce qui se passe, quoi. Et j'entends... Et puis rester assis sur la chaise un certain temps. Faut pas se dire, je ferme les yeux, dans 5 minutes, c'est fini. Hmm, Non, ça marchera pas non plus, ça. hmm, Ça, ça peut donner un truc, mais ça, voilà. Moi, quand j'ai commencé à méditer, je méditais 30 minutes. oui. Tu vois. Aujourd'hui, je peux rester, bon, avec le corps que j'ai, de temps en temps, j'ai des douleurs qui sont assez désagréables. Donc, mais je peux rester les yeux fermés pendant 1 heure ou plus, quoi. Oui, c'est sûr que ça me rappelle ce qu'un autre auteur, l'image d'un autre auteur qui disait, ben, quand vous vous mettez au piano, ben, si vous voulez maîtriser l'art du piano, vous vous y mettez régulièrement. Mais C'est c'est, ça, c'est mais on ça. Et passe peu. tu fais du piano, tu vas pas faire Et les 25 instruments de musique qui sont là, parce que voilà, sans ça, tu vas te paumer dans les instruments. Et ben s'éparpiller. voilà, les, 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 les stages, les concepts, les machins, c'est les instruments c'est les instruments de l'orchestre. À un moment, faut choisir. Faut Voilà, je sais pas comment choisir. dire mieux, quoi. Exactement, oui, oui, je Et il n'y a partage. pas de bonne ou de mauvaise technique, Oui, c'est le boulot de chacun d'y trouver son compte. oui, 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 tout à fait. Effectivement. Simplement, quand tu vas dans un restaurant, tu prends un plat, t'en Ouais, prends pas 15. ouais, Dans ça, tu vas rien comprendre à ce que tu as mangé, quoi. c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais J'adore merci. la cuisine, hein, donc Ouais. Mais merci Jean-Pierre, mais je vois le temps merci, Manu. qui passe et nous avons quand même, vous avez quand même un autre message à nous transmettre, beaucoup plus concret celui-là. C'est l'exposition que vous aimeriez faire de ville en ville. Alors en Oui, quelques c'est ça. En mots, fait, avec Native, on est rentré en contact à la création de Native avec un homme qui s'appelle Franck Desplanques. Franck, c'est le rédacteur en chef de Rendez-vous en terrain connu, émission que beaucoup de gens connaissent. oui,
Et donc, on a démarré Native avec pas grand-chose, hein, que ça soit, mais surtout financièrement. Donc, quand Franck me dit de quoi tu as besoin, je lui ai dit deux photos parce que les photos pour agrémenter une revue sont primordiales en fait. Oui, Et donc, il nous a offert des photos. Et puis, quelques semestres après ça, donc on a démarré ça en 2020. En 2022 ou en 2023, il m'appelle, il me dit on pourrait faire quelque chose de plus ensemble. On pourrait faire une expo photo. Je sors des photos de mes collections avec les peuples, certains peuples qu'on a visités avec rendez-vous. Et on monte une expo native, Franck Desplanques, en partenariat avec Rendez-vous en Terre Inconnue. Et donc l'expo est montée aujourd'hui, elle est en partie tirée, on l'a présentée à deux endroits dans Paris. Maintenant, je peux en parler de façon plus facile parce que entre voir des photos sur un papier et voir une expo photo, c'est totalement différent. L'expo est magnifique. oui, On met en avant beaucoup les paroles des peuples aussi, leurs spécificités, etc. oui. On a réalisé un numéro spécial qui est un double numéro, qui est le catalogue de l'expo. Mhm. Voilà, Et donc ça vous... l'appel que je lance, c'est si vous connaissez des lieux qui peuvent être des médiathèques, des lieux d'expo, des lieux publics, privés, pourquoi pas des entreprises, puisque Oui, l'expo, on l'a montré dans une entreprise à Paris aussi, oui. bah, vous êtes les bienvenus en fait, hein. D'accord. Eh bien, Et, l'appel est et tout lancé. ça pour me contacter, pour me contacter, le plus simple, c'est de m'écrire en fait, hein. Oui. J'ai un mail natif qui est mon prénom, Jean-Pierre, tout accroché, point native, natives, @gmail.com, voilà. D'accord. Ben, on le rappellera sous le podcast. Et puis donc, l'appel est lancé. Si vous, ben, si les auditeurs de la Genée, hein, si vous avez envie d'organiser et de découvrir cette belle exposition, voilà. Est-ce que vous l'avez faite sur Toulouse, Jean-Pierre, déjà? On va la faire, non, on va la faire en 2026, en mars 2026 à Muret. À Muret. Ah bah alors là. Voilà. On va la faire en septembre 25 à Perpignan sur la Côte d'Azur à Strasbourg. Voilà. Donc ça, Ça on commence commence. à avoir des lieux qui nous prennent l'expo. On va la faire dans une société à Toulouse en novembre. Voilà. Donc, Ah, elle est faite pour vivre 2 à 3 ans, avec des formats différents. Il y a des moyennes photos, des grandes photos. On a tiré des grandes photos sur des voilages. Ça, je ne savais pas tout ce que ça donnait, mais c'est absolument génial. Alors, faut avoir le lieu qui s'y prête parce que c'est très très grand. Mais on a tiré d'immenses photos sur des voiles qui font 3 mètres 50 de long sur 2 mètres 50 de haut. C'est eh moi, c'est ben, ça qui m'a le plus ébahi quand j'ai vu l'expo monter, en fait. C'est ces panneaux de voilage qui sont absolument magnifiques, quoi. en tout cas, ça fait envie. Mais Ouais. merci. Merci à vous. Myriam, merci à vous, merci Merci aux à vous, auditeurs et aux Jean-Pierre. auditrices. Et voilà, c'était Bulle de sagesse avec Jean-Pierre Chanton qui est venu nous raconter son parcours de vie, nous partager sa passion et puis nous parler de son dernier livre, La vie est un chemin sans fin et sans limite. Eh ben, merci Myriam. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous!